CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. On se retrouve en ce lundi 26 juin. Vous avez reconnu l'indicatif de CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Au sommaire ce soir, en première partie, j'aurai plaisir de recevoir deux personnes qui se présentent au sein de l'Assemblée Générale du CRIF Marseille-Provence qui aura lieu le 2 juillet prochain, puisqu'il y a un poste vacant au comité directeur du CRIF. Successivement, je recevrai Benjamin Ayoun suivi de Élie Benaroche, qui sont les deux personnes qui se présentent, et elles auront les deux 10 minutes pour pouvoir s'exprimer. En deuxième partie d'émission, on se retrouvera et là j'aurai le plaisir de recevoir Johan Gurnfinkel, qui n'est autre que le secrétaire général de la CICAD. On se retrouve dans CRIF Mag avec mon invité Benjamin Ayoun. Benjamin Ayoun, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors je le disais en introduction de cette émission, le 2 juillet au sein du CRIF Marseille-Provence, c'est l'Assemblée Générale. Il y a un poste vacant au comité directeur et il y aura donc deux personnes qui se présentent au sein de ce comité directeur, dont vous. Alors on va un peu parler de vous et je vais vous poser 5 questions. Vous avez 10 minutes pour m'y répondre. La première, Benjamin Ayoun, qui êtes-vous ? Je suis avocat au barreau de Marseille. J'ai commencé en tant que rédacteur en chef du journal Marseille le jour et la nuit, que j'ai créé avec Catherine Merveilleux, qui accessoirement, et c'est pas une surprise pour personne, est aussi ma mère. Et nous avions une ligne éditoriale qui était, c'était un journal qui était tiré à 20 000 exemplaires en kiosque et beaucoup de distribution. On avait un mailing de 5 000 personnes. Nous avions une ligne éditoriale qui était la défense de l'État d'Israël et la lutte contre la propagande palestinienne, plus exactement, parce qu'on ne défendait pas particulièrement l'État d'Israël, mais c'était surtout la lutte contre la propagande palestinienne. Nous avions aussi en 99, au moment de la création du magazine, et ça a évolué un petit peu par la suite, la volonté de lutter contre Jean-Marie Le Pen assez précisément et le Front National, et une couverture sur deux était dans ce but-là, on va dire. Je me souviens que parmi les couvertures qu'on avait fait, nous étions offusqués des propos qui avaient été tenus lors d'une manifestation en 2002 ou 2003 dans lesquels on avait crié « mort aux Juifs ». On avait fait aussi une manifestation pour montrer notre indignation au sujet de la synagogue Or Aviv qui avait été brûlée en 2004. Donc déjà dès 1999, une implication dans la presse, dans la défense de la communauté juive contre l'antisémitisme, etc. Et j'ai prêté serment en 2009. Et à partir de 2009, je me suis impliqué dans plusieurs causes. J'ai fait une belle guerre contre Dieudonné. J'ai notamment organisé une manifestation en 2004. Quand il est venu au Silo à Marseille, il y avait 1 millier de personnes. Contre Salah Hamouri aussi. Et donc actuellement, je suis avocat au barreau de Marseille et ancien membre du Conseil de l'Ordre. Quels sont les engagements qui sont importants pour vous ? Bon, comme je vous l'ai dit, la lutte contre l'antisémitisme, mais plus particulièrement la lutte contre la désinformation. D'accord. La désinformation qui amène à la haine et qui tue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les gens, au fond de leur pensée, d'avoir des idées ignobles, mais c'est surtout quand s'immiscent dans le débat national des idées nauséabondes, comme par exemple, le meilleur exemple actuel, c'est présenter Salah Hamouri comme un défenseur des libertés fondamentales et un avocat franco-palestinien, alors que de façon certaine, on sait que c'est un terroriste qui a été condamné après avoir reconnu avoir tenté de tuer le grand rabbin d'Israël. J'ai aussi des combats et des grandes idées. C'est la paix intracommunautaire. Bon, alors c'est rigolo, parce que souvent quand je pense à ça, je me dis il faut aussi qu'on travaille entre les communautés, mais dans la communauté aussi. Mais c'est accessoire. Alors justement, puisque vous parlez de la communauté juive, c'est quoi pour vous ? Elle veut dire quoi ? La communauté marseillaise, je suis arrivé, je crois, en 1992 à Marseille, l'année de ma bar mitzvah. Avec mon père, on a poussé la porte de la synagogue Etzraïm qui était toute neuve.
Et Monsieur Chétrit, un grand bonhomme, avec une belle barbe blanche, la cravate de travers, nous ouvre la porte et m'accueille et me prend sous son aile. Il m'a reçu et fait prendre le goûter à 4 heures tous les jours, m'a fait réviser ma paracha, et comme un grand-père que j'ai jamais eu. Donc, un accueil très agréable de la communauté juive. Et avec le temps, j'ai pu comprendre que cette communauté juive, elle était constituée d'énormément de personnes comme ce monsieur Chétrit, qui bâtissaient des endroits magnifiques, des associations. Je pense aux familles qui sont toujours impliquées, aux EI ou au DEJ, etc., et qui ont bâti des choses qui sont aujourd'hui pour la communauté juive, les jeunes et les plus âgés d'ailleurs, un épanouissement important. Mmh. La communauté juive aussi, à Marseille, c'est les amis, c'est les copains, c'est le plaisir. C'est pas uniquement institutionnel. Mais je lui dois beaucoup. Alors justement, puisqu'on parle de communauté, vous venez de nous expliquer ce que la communauté représente pour vous. Pourquoi vous voulez rentrer au comité directeur du CRIF ? Vous avez envie d'y apporter quoi ? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai un engagement au sein de mon barreau, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, dans diverses commissions, j'ai eu plusieurs luttes, et notre présidente du CRIF, Fabienne Bendayan, m'a sollicité pour la rejoindre en me disant, écoute, ce que tu fais pour les avocats, ça serait bien que ta force de travail, que tes idées, que ta manière de fonctionner, ton implication puisse être au service de la communauté. Je n'ai ni réfléchi ni hésité, je lui dis tout de suite oui. Qu'est-ce que je peux apporter ? Est-ce que vous avez une vision de points qui sont importants pour vous au sein du CRIF Marseille-Provence, un combat que vous avez envie de mener ? Alors, à la commission juridique, et avec plaisir avec mes amis Isidore Aragonès et Samuel Benamou pour lutter contre l'antisémitisme, bien sûr. Plus généralement, je pense que le CRIF Marseille, qui est une institution, qui est une marque, qui est quelque chose d'important, doit être beaucoup plus suivi par sa propre communauté. C'est pas le fait qu'il soit pas suivi, c'est que il faut que à chaque fois que la parole du CRIF est donnée sur les réseaux sociaux, il faut que vraiment les gens likent, les gens partagent, les gens commentent. Et je pense qu'il y a un petit travail à faire en intra avec les responsables associatifs, les responsables communautaires, pour que il y ait ce type de partage et ce type de travail sur les réseaux pour donner une belle aura. Parce que si on veut que le CRIF soit entendu à l'extérieur, il faut déjà que à l'intérieur, sa voix soit entendue. Alors, Benjamin, dernière question, et vous avez le temps d'y répondre, parce que vous êtes clair et concis, et qu'il vous reste bien 4 minutes pour y répondre. Ouais, il vous reste J'ai hâte d'entendre la question. Ouais, 4 minutes. Vous allez me parler d'un écrivain qui vous définit. Pourquoi vous l'avez choisi ? Il en reste plus que 3 là. Vous m'avez déjà donné l'occasion de parler de quelqu'un qui m'avait accueilli à Marseille, mais ça me permet de parler de 2 grands hommes dans la même interview, c'est important. Un écrivain qui me définit, Robert Badinter. Robert Badinter, bien évidemment parce qu'il est avocat, mais plus qu'en étant avocat, c'est un homme de combat. C'est un homme de combat qui a mené à la fois sa carrière républicaine, sa carrière de juif dans la cité, et en même temps avec un judaïsme décomplexé. Mmh. Les ouvrages qu'il écrit, c'est à la fois à la fin des années 2000, alors je ne sais plus exactement la date, un antisémitisme ordinaire. Un antisémitisme ordinaire, il dénonce comment la justice entre 1940 et 1944, sous la période de Vichy, a traité les Juifs sans aucune considération, en bafouant toutes les règles de droit absolu qui remontent au droit romain, et donc en ayant des règles rétroactives, des règles de spoliation, etc. Robert Badinter, un écrivain aussi, avait écrit L'exécution en 1973, puis à la fin de sa carrière, L'abolition. Je me définis parfaitement dans lui parce que mes combats sont bien sûr ceux d'un avocat, mais sont aussi ceux qui sont ceux d'un juif qui vit au sein de la République.
s'il me reste encore un petit peu de temps. Oui, il vous reste 2 minutes. Oui, allez. Pour la petite histoire, pour que vous compreniez bien ce qui peut me définir dans un homme comme ça, et c'est pas plus mal que dans une interview qui n'a pas de lien, on puisse faire honneur à ce grand homme qui a bien plus de 90 ans aujourd'hui. En 1981, la même année où il a aboli la peine de mort, il a fait condamner Robert Faurisson pour négationnisme. Oui. Ça montre à la fois que le juif dans la cité n'est pas forcément quelqu'un obligatoirement communautaire, pas forcément quelqu'un impliqué dans la communauté, mais que notre judaïsme doit se vivre au quotidien, quelle que soit notre profession. Eh bien, Benjamin Ayoun, je vous remercie infiniment. On arrive aux 10 minutes et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On se retrouve dans CRIF Mag pour parler avec Elie Benaroche. Elie Benaroche, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous présentez au comité directeur du CRIF Marseille-Provence aux élections du 2 juillet, puisqu'il y aura une assemblée générale et à cette occasion, un poste vacant. 2 personnes se présentent. Vous vous présentez pour entrer au sein du comité directeur du CRIF. Elie Benaroche, qui êtes-vous ? Elie Benaroche. Je suis un militant de base qui milite dans la communauté juive depuis 50 ans maintenant et qui a été pendant 40 ans à Yavne dans 26 ans de direction. J'ai été président du Fonds social, j'ai été président de la Marche des Vivants France pendant 20 ans. Bon voilà, et c'est tout. Je continue à militer parce que je considère que c'est important de continuer à œuvrer pour la communauté. Quels sont les engagements qui sont importants pour vous ? Alors les engagements qui sont importants et qui ont toujours été importants et qui le restent, ce sont ne serait-ce que le triptyque de l'objet qui concerne le CRIF, à savoir la mémoire, bien entendu, l'antisémitisme et le soutien à Israël, ce sont des domaines en effet qui sont très importants en tant qu'engagement, mais je suis très très attiré depuis toujours par le social, par tout ce qui touche au social et par la justice sociale plus précisément. C'est la raison pour laquelle en effet j'ai été longtemps président du Fonds social, parce que je considère que l'altruisme est quelque chose de très important par les temps qui courent et depuis toujours, et que donc voilà, je continue aujourd'hui mes engagements au sein de, par exemple, du CASIM, dont je suis administrateur et je suis secrétaire général, parce que l'action sociale, venir en aide à ceux aux plus démunis, aux accidentés de la communauté, de la vie, m'importe énormément, et donc c'est la raison. Voilà mes engagements. La communauté, ça représente quoi pour vous ? Il y aurait des heures à disserter là-dessus. La communauté, depuis la nuit des temps, c'est quoi ? Depuis la destruction du Second Temple, et devant l'inquiétude, en effet, de l'éparpillement de la population juive à travers le monde, les sages ont eu une idée géniale qu'il fallait structurer, organiser la vie communautaire autour de la vie juive, c'est-à-dire la synagogue, parce qu'il n'y avait pas de synagogue, elle a été créée à cette époque-là, autour des besoins communautaires, de l'éducation, d'organiser, de célébrer et de coordonner les joies, les peines. En tous les cas, il fallait organiser une vie juive pour pérenniser, et c'était ça le mot-clé, pérenniser l'avenir du peuple juif. Sinon, il partait, il se dispersait complètement et il disparaissait. Et donc, pour moi, la communauté reste ceci, à savoir que nous avons une obligation d'entraide, de solidarité, d'écoute, vraiment de venir en aide, de servir la communauté, comme on dit souvent, ne pas de se servir d'elle. Mais c'est ma boussole, c'est mon credo, c'est comme ça que je conçois la communauté. Et je continue. Alors certains diront, mais il n'est pas fatigué à son âge. Mais non, moi je suis un adepte de... Hillel Azaken, le sage qui disait « Altifrosh minatsibour, ne te sépare jamais de la communauté ». Donc c'est pas maintenant à mon âge que je vais me séparer de la communauté. Donc tant que je peux contribuer et apporter et donner de mon temps, je le fais avec passion et plaisir. Alors Elie Benaroche, il vous reste 6 minutes et 2 questions, donc gérez votre temps.
4e question, pourquoi vouloir entrer au comité directeur du CRIF? Vous voulez apporter quoi? Parce que là, vous présentez sur ce poste vacant. Expliquez-nous tout. Alors, je vais tout vous expliquer. J'étais jusqu'à il y a quelques jours encore au comité directeur. J'ai démissionné de mon poste de conseiller. Alors, j'étais conseiller de la présidente. Je suis au CRIF depuis de très nombreuses années. Tantôt en tant qu'élu, tantôt en tant que membre de droit, quand j'étais président du Fonds social, tantôt en tant que conseiller. Et alors, il faut savoir qu'un conseiller n'a qu'une voix consultative. D'accord. Et il a un poste éphémère. Il est là jusqu'au jour où le président ou la présidente décide que, bon, il peut rester. Sinon, après, elle peut lui dire « Merci beaucoup pour les services rendus, mais ça y est, j'ai plus besoin. » Mais ceci n'étant pas la raison essentielle, le problème, c'est qu'il y avait un poste qui était vacant depuis quelques mois, et donc il fallait le remplacer. 3 jours avant la date limite de dépôt de candidature, 2 jours et demi, même pas, mais bon, il n'y avait toujours pas de candidat. Donc j'ai considéré que peut-être il était utile que je me présente pour légitimer ma candidature, parce que je me suis dit, après tout, je suis le seul membre du comité directeur à avoir une voix consultative. Et je crois que une voix délibérative me plaisait, parce que ça m'obligeait à m'exprimer davantage et à m'impliquer davantage. Donc j'ai décidé de me présenter, je dis bien, d'autant plus qu'il n'y avait aucun candidat. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé en effet de me présenter. Alors bon, après manifestement ça n'a pas plu à beaucoup. Pas beaucoup, à certains, pardon. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas faire la campagne, mais aujourd'hui, voilà, je suis confronté, mais bon, que la démocratie s'exprime, et je suis confronté à un concurrent qui veut aussi se présenter, qui, lui, bon, est actuellement déjà... Alors, ce qui est assez ubuesque, et j'en ris, c'est qu'il est coopté depuis une vingtaine de jours. Et il a plus de droits que moi, qui suis là depuis je ne sais combien d'années. Donc il y a quelque chose d'illogique dans tout ça, mais bon, ça fait partie des interrogations, mais on ne va pas en débattre maintenant. Donc voilà pour la raison pour laquelle elle est toute simple. Hein, tout simplement, je voulais formaliser, je voulais légitimer ma présence au CRIF. Dernière question, Élie Benaroche, un écrivain qui vous définit. Ouh là là. Là. Là, je suis pris de surprise et de court, mais ça dépend dans quel domaine. Alors, bien entendu, en fonction des situations ou des domaines ou des secteurs, j'en choisirai certains, mais dans le contexte, je ne dirais pas vous me dites, qui me définit. Oui, qui vous définit, un écrivain. Bon, je n'aurais pas cette prétention, je dirais auquel je m'identifie plus, parce que, bon, je n'ai pas... Mais j'opterais pour Émile Zola. Émile Zola, bon, que je considère comme quelqu'un de courageux, voire de téméraire. Quelqu'un d'éminemment sociable, un défenseur des droits humains, des valeurs universelles, quelqu'un qui s'est battu pour que jaillisse la vérité. Et je trouve que quelque part, c'est quelque chose qui me plaît énormément, et je m'identifie plutôt à ce combat. Et bien entendu, l'œuvre monumentale de Truc et là, son J'accuse m'interpelle. Alors c'est pas un clin d'œil, c'est une insinuation à ce qui arrive aujourd'hui autour de cette élection. Je n'entrerai pas dans ce débat, mais de tout cela, on pourra et certainement en reparler bien après les élections. Mais c'est quelque chose qui, en effet, fait tilt. Élie Benaroche, je vous remercie infiniment et à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup, Karine. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag et ce soir, eh bien, j'ai l'immense honneur de recevoir Johan Gourfinkel qui est le secrétaire général de la CICAD. Johan Gourfinkel, bonsoir. Bonsoir, On dit Johan ou Johan? Johan. Ah d'accord, mais ça se crée avec un J. Oui, la germanique. À la germanique, ok. Alors, Johan Gourfinkel, je le disais en vous présentant, vous êtes le secrétaire général de la CICAD. On fait un bond en Suisse, on se retrouve à Genève, une ville que je chéris dans mon cœur pour des aspects familiaux. Parlez-nous un petit peu de la CICAD Quesaco. Alors, la CICAD, c'est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. Elle a fêté en 2021 ses 30 ans d'existence par la volonté des communautés juives de Suisse francophone, Suisse romande, de disposer d'une institution qui, à l'origine, devait être constituée pour réagir et intervenir face à l'antisémitisme. Il y a eu quelques cas dans l'actualité pour lesquels il y a eu des pics d'antisémitisme, là, notamment l'affaire des fonds en déshérence, le rapport Bergier qui était faire le point sur les relations entre la Suisse et l'Allemagne nazie, ont été autant d'occasions où les juifs suisses ont vu apparaître effectivement là l'illustration de ce qu'était que l'antisémitisme, mais aussi dans la presse. Et donc à cette époque, les communautés en particulier ont décidé de créer cette organisation et de l'équiper avec un réseau professionnel qui a grandi et son activité depuis ces 30 dernières années s'est développée. Donc moi je connais la CICAD depuis 20 ans, parce que cette année je fête mon 20e anniversaire à la CICAD. Ah, vous êtes plus un tout jeune, ça y est, vous êtes passé. Ouais, vous êtes passé au-dessus. Alors, justement, quand on se promène, ne serait-ce que sur mon compte Facebook ou sur la CICAD, on peut voir, et je conseille vraiment les gens à aller le voir, un clip de promo qui parle bien de l'année 2022-2023, de tout ce que vous avez pu effectuer. Alors, on va rentrer dans le détail dans quelques instants parce qu'il y a beaucoup de points qui me semblent importants et qui rejoignent bien dans la communauté en général les problématiques qui nous intéressent. Donc, il y a plusieurs arcs. Vous attaquez à plusieurs points dans la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi dans la déconstruction des préjugés, lutte contre le racisme. Pour vous, c'est important de faire comprendre tout ça et d'englober l'antisémitisme aussi dans ça? Alors, oui, en fait, il y a une philosophie à la CICAD qui a sa propre ADN et qui correspond probablement à une espèce de culture très helvétique. Alors, je suis probablement peut-être le moins helvétique étant parisien d'origine. Mais c'est quoi une culture helvétique? C'est une excellente question. Il y a une culture du consensus qui est évidente. Je suis probablement le moins consensuel et le moins diplomate de la bande. Je crois que 20 ans n'aura pas été suffisant encore pour essayer de tordre un peu un certain nombre de travers très parisiens. Mais il y a quand même une approche globale sur les thématiques qui sont identiques à celles d'autres institutions que vous connaissez en France ou dans d'autres pays. Mais la manière de les aborder et la vision qu'on a par rapport à un certain nombre d'objectifs est probablement différente. Que ce soit sur l'antisémitisme au sens très large, quand on dit l'antisémitisme, on parle souvent, on se réfère à l'action face à des cas, oui. Ce qui est une réalité. Alors on a à peu près tous les mêmes méthodes. Nous on cumule un peu les fonctions, c'est-à-dire qu'on va faire le recensement, l'accueil, le conseil, l'accompagnement, qui passe de la médiation jusqu'à la dénonciation et l'accompagnement juridique. Et puis on parle de l'idée qu'il faut faire aussi de la prévention. Et on doit aussi, dans la prévention, il y a le travail de mémoire, et ça nous incombe aussi. Et puis ensuite, il y a la prévention face à l'antisémitisme, qui est comment est-ce qu'on arrive à éveiller aujourd'hui le grand public, pas que les jeunes, mais aussi les jeunes dans les écoles et les grands publics, à ces phénomènes d'antisémitisme. Et il est vrai, comme vous le soulignez, que pour les écoles, on a opté, dans le cadre de formations qu'on a construit avec des pédagogues, qu'on envoie dans les écoles publiques et privées, on a toute une liste de modules de formation qui vont des fake news en passant par le complotisme, le conspirationnisme, en arrivant sur une meilleure compréhension de ce que sont à la fois les facteurs ou les vecteurs d'antisémitisme et aussi de racisme. Et c'était important, notamment dans l'école, et surtout l'école publique, que les phénomènes de discrimination raciale, si on doit les englober comme ça,
ne soit pas vu comme étant uniquement un regard un peu trop étriqué sur uniquement l'antisémitisme, mais qu'on arrive à englober d'autres sujets, parce que finalement, il n'y avait pas d'autres intervenants scolaires. Alors, Du coup, on l'a englobé, mais on garde au cœur, par contre, de chaque module, l'antisémitisme comme étant l'élément clé et vraiment le cœur. Et puis autour de ça, on agrège effectivement toutes les questions qui sont liées au racisme anti-noir, racisme anti-musulman, contre les asiatiques, etc., dont on parle et qu'on aborde par rapport justement aux facteurs de racisme plus spécifiques qui les touchent. Alors justement, vous avez embrayé sur une question que je vous aurais posée plus tard, mais puisqu'on y est, on y est. Quand vous parlez de ce volet d'éducation, vous êtes entré dans les écoles. C'est quand même, et ce que j'ai pu comprendre, vous m'arrêtez si je me trompe, quand vous dites vous intervenez dans les écoles, c'est quand même des interventions pédagogiques sur plus de 4200 jeunes de 12 à 20 ans, avec des modules plus précisément sur le racisme, l'antisémitisme, décrypter l'info, déconstruire les préjugés. C'est quand même c'est quelque chose de très construit et c'est une audience quand même assez importante, 4200 jeunes. Alors, je vous remercie, c'est vrai. C'est beaucoup de challenges en même temps. Hein. Ah oui. Il y a des challenges d'abord. Le premier challenge, qui a été le challenge de départ, et je suis désolé de le réduire parfois à ce volet-là, mais c'est un challenge financier. Parce que c'est pas du bénévolat. Les pédagogues qui travaillent avec nous, qui sont des enseignants ou des chercheurs, et qui doivent s'adapter eux aussi à une intervention scolaire qui doit être intéressante, créative et ludique, on doit les rémunérer. Et le système, notamment dans l'école publique sur lequel on travaille depuis 2 ans, c'était de dire, écoutez, on trouve ça formidable, les contenus sont très intéressants, par contre, on va jamais rémunérer ou donner de budget pour ça. D'accord. Donc c'était à nos frais, il a fallu trouver ensuite des gens qui étaient prêts à nous accompagner, en tout cas c'est le cas depuis un peu plus de 3 ans maintenant, dans ce volet, et donc on a pu du coup développer, d'abord installer, mettre en place, on a dû se roder aussi de notre côté, engager aussi des formateurs qui viennent sur la base de mandat et qu'on sollicite à chaque fois qu'on a une demande. Et donc le système est très ouvert et on fonctionne au service. Les enseignants nous contactent ou un établissement scolaire, ils réservent une plage horaire avec un module, quel qu'il soit, et nous on se débrouille en interne avec une personne chez nous qui est déléguée aux activités pédagogiques et éducatives pour répondre à la demande. Et répondre à la demande, ça fait du monde. Alors, Johan Gufenkel, apparemment, il y a du boulot. Il y a un rapport de l'antisémitisme en Suisse romande qui est sorti et qui constate que les actes antisémites sont en augmentation. 2 questions. 1, qui a commandé ce rapport? Est-ce vous? 2, à quoi sert-il? Et qu'en faites-vous avec? Ça fait 3. Alors, le premier rapport date de 2003. Il est lié en fait, je sais pas, peut-être je passe un travers, en tout cas une tradition qui était pour moi très évidente, parce que je rappelle que j'ai travaillé au CRIF pendant quelques années, en prenant la charge des bureaux de Lyon et Grenoble. Ah c'est bien, alors vous êtes comme à la maison là. Exactement, donc j'ai quand même travaillé pendant 8 ou 9 ans. Oui, quand même. Oui, quand même. Et alors 20 ans à Genève, 8 ou 9 ans, oula. Et avant ça, j'étais au Bnebrit à Paris. D'accord. Et il est vrai qu'il me paraissait évident en arrivant à Genève que ne pas disposer d'un rapport conséquent et surtout un rapport d'expertise sur la situation de l'antisémitisme, ça me paraissait être impensable. Donc on regarde l'activité, donc on a commencé à mettre en place ou à développer les rapports existants et puis de manière à pouvoir d'une part mieux avoir une meilleure connaissance de la situation telle qu'elle se déroule au quotidien dans l'espace suisse, de pouvoir comprendre et de l'analyser, parce que c'est pas de la comptabilité, hein. Donc il faut surtout repérer, observer, suivre les activités, et puis ensuite les analyser, les digérer, pour pouvoir ensuite émettre un certain nombre de recommandations, les appuyer très fortement auprès des autorités, pour leur dire par rapport à tel ou tel type de situation qu'on constate, il va falloir adapter. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les autorités répondent positivement, ce que j'appellerais mes voeux systématiquement, mais en tout cas on a réussi à faire quand même avancer un peu Schmilblick. Alors, c'est pas absolu, mais en tout cas on voit des avancées notables. Donc ça sert à ça déjà le rapport, ça donne des informations, ça donne une tendance, ça permet de voir si véritablement on est, en termes de chiffres et d'analyse, dans une situation où le climat se détériore, s'améliore, ou est-ce que la situation est stable. D'accord. Alors il y a un autre élément par contre, mais on a été tout à fait transparent par rapport à cette hausse, cette croissance extrêmement importante sur l'année 2022, c'était d'expliquer comment est-ce qu'on a un bond
aussi flagrant du nombre de cas d'antisémitisme. Alors il y a 3 facteurs réels. Il y a le premier, c'est un individu négationniste très actif qui publie très régulièrement. Chaque publication diffusée à des jours différents fait l'objet d'un recensement. Donc Oui. il rentre dans le cas des statistiques et donc évidemment les statistiques augmentent naturellement et mathématiquement. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a une croissance aussi évidente, comme ça a été le cas à d'autres périodes de crise, que ce soit lié au Covid ou à d'autres situations liées à l'actualité. Et puis l'autre élément qu'on a ajouté et indiqué, c'est qu'on a aussi, nous, élargi l'éventail de recherche en s'attachant justement à travailler avec plus d'intensité sur d'autres outils de communication, d'échange, de dialogue ou de réseaux sociaux. Et je pense à des plateformes comme Gab, Signal, Telegram et d'autres, dans D'accord. lesquelles des groupes existent. À partir du moment où on arrive à identifier l'auteur du message comme étant effectivement lié ou domicilié et actif dans notre région, alors on va pouvoir le recenser. Ok. À côté de ça, Johan Gurfinkel, vous estez aussi beaucoup en justice avec pas mal de procès, notamment, bon, j'ai un peu parcouru, on y parle de Dieudonné, de Tariq Ramadan. Parlez-nous un petit peu de vos actions en justice. Alors ça, on dit toujours c'est l'ultima ratio. Ben oui, enfin quoi qu'il en soit, il y a des individus et des acteurs clés qui sont un peu des leaders de ces mouvances antisémites, certains qui ont cette particularité d'être transfrontaliers, je pense à Dieudonné ou Alain Soral, Mhm. et puis il y en a d'autres qui sont purement des locaux. Et puis donc pour ces acteurs-là, alors non, on mobilise effectivement nos avocats pour pouvoir initier des procédures. Il y a 2 types de procédures possibles, et c'est un peu différent de la France, et ça je le regrette d'ailleurs. C'est qu'on intervient souvent comme dénonciateur, donc on fait des dénonciations pénales, c'est qu'on informe D'accord. le ministère public d'une information, donc on fournit tout un dossier d'analyse et de référence pour lequel on sollicite le ministère public dans les cantons concernés, c'est-à-dire l'équivalent des départements, pour que le ministère public s'empare de l'affaire et ensuite ouvre une enquête et une procédure. Et puis il y a d'autres cas pour lesquels on peut être partie plaignante, c'est qu'on porte plainte. Alors sur Dieudonné, il y a effectivement eu, sur les 3 dossiers qui étaient en cours, il y a eu une dénonciation et 2 plaintes. La différence, c'est un peu compliqué d'un point de vue juridique, c'est que la Suisse ne permet pas, contrairement à la France, de se constituer comme partie civile, donc partie prenante dans les procédures, Mhm. si vous n'êtes pas directement visé, et personnellement. Donc si un individu tient des propos antisémites ou a commis un acte antisémite, vous pouvez le dénoncer auprès de la justice. La justice se doit, au regard du droit, d'intervenir. Par contre, vous n'êtes pas inclus dans la procédure. Donc vous n'êtes pas, vous pouvez demander des informations sur le suivi, mais on n'a aucune obligation d'effectuer ce suivi d'informations auprès de ceux qui ont dénoncé à l'origine. C'est très compliqué. C'est extrêmement onéreux parce que ça oblige systématiquement à mobiliser des avocats pour aller chercher l'information et de pouvoir suivre la procédure. Alors que dans le cas d'une plainte, oui, là on est directement informé, on peut suivre. Alors sur Dieudonné, il y a eu 2 cas, puisque le premier, alors vous m'excuserez du terme, c'est il adressait un message à la CICAD en disant, dans un spectacle qu'il avait à l'époque, étant à Genève, je profite de l'occasion pour dire à la CICAD d'aller se faire enculer. Ah, carrément. Dans le propos D'accord. injurieux. Et puis là, ça tombe sous le coup de la loi. Donc vous pouvez. Et puis ensuite, il m'avait réservé dans une vidéo quelques mots très élogieux et très sympathiques, ce qui m'a permis aussi à moi de me constituer comme partie à titre personnel et de le poursuivre pour diffamation. Et puis le 3e volet, c'est les propos négationnistes qu'il avait dans son spectacle. Et là, on l'a poursuivi pour négationnisme. Alors c'était de très longues procédures, il a fait des recours, allant jusqu'à la plus haute cour de justice suisse, qui est le tribunal fédéral, qui a confirmé les 2 condamnations, en tout cas à Genève. Donc il est finalement condamné à Genève à plusieurs reprises et donc parce que à chaque fois qu'il vient ici en spectacle, on s'assure d'avoir des gens dans la salle, Oui, c'est ce que même parfois qu'un huissier pour Ouais. pouvoir verbatim reprendre ses propos. c'est ce que j'allais vous demander. Quand vous allez, puisque je sais que vous êtes, quand il y a ces spectacles, vous êtes présent physiquement à l'intérieur. Oui. Il y a des membres de la CICAD physiquement. Comment vous jugez la population? Parce que finalement, vous êtes au milieu des gens qui assistent à ce spectacle. Oh oui, bah écoutez, on a toujours un retour, on a un rapport en fait que moi je reçois
Le jour même, c'est toujours une opération très complexe parce qu'il faut acheter les billets, Eh oui. ce qui est compliqué. Donc, il faut demander à quelqu'un de très sympathique d'accepter, elle, de s'inscrire à notre place, Oui. de nous fournir les billets, de trouver les gens ensuite pour y aller. Régulièrement, il y a un huissier qui nous accompagne, Mhm. mais c'est une présence discrète. Elle n'est pas cachée, elle est discrète. Donc, on s'assure toujours que c'est des gens qui sont connus. Donc, personnellement, je Oui, n'irai pas dans ce d'accord. spectacle. Mais vous voyez un petit peu l'ambiance de la salle. C'est quoi cette Exact, qui population? continue, on a toujours, enfin je veux dire, moi je disais, mais ça fait comme des années, qui continue à venir ici, comme il vient dans d'autres pays au-delà de la France où il se produit encore. On avait pendant longtemps un public de curieux et peut-être de gens qui étaient moins familiarisés avec le personnage. Moi je dis aujourd'hui on a un public de militants. Mhm. De militants, de gens qui suivent. Vous acceptez l'idée que ce type a été condamné je ne sais combien de fois à ce stade. Vous souhaitez vous rendre à son spectacle en prétextant que c'est juste un humoriste banal. C'est totalement faux, les faits l'ont démontré, et la justice aussi. Donc vous êtes des militants. Donc on a affaire à des militants. Est-ce qu'ils sont marqués d'un côté ou de l'autre? Non, il n'y a pas de marquage. Ça va vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite. On a un public qui, globalement, se gausse et rit à chaud de larmes en permanence dès que il a un propos antisémite ou discriminatoire. C'est ça le personnage, c'est ça son public. Il y a effectivement des jeunes jusqu'aux des personnes plus âgées. On pensait pendant longtemps, on voyait dans ces spectacles, en regardant le parking, qu'il y avait quand même beaucoup de plaques d'immatriculation française, donc de gens qui étaient de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus disparate et qu'on a des gens qui viennent de France et des gens qui viennent de Suisse. Alors, Il y a un public encore pour ce genre de personnages infréquentables. évidemment. À côté de ça, Johan Gorfinkel, parce que le temps passe et je serais restée Pardon. beaucoup plus longtemps d'ailleurs avec vous. Alors, il y a, et c'est un rendez-vous incontournable chez vous chaque année, le Salon du Livre. Et là, on est par l'aspect culturel. Il y a eu des ateliers pédagogiques ici. Vous avez pléthore d'invités connus, d'écrivains, etc. qui viennent. Comment s'est-il passé celui de cette année? C'était un énorme succès. En fait, c'était d'ailleurs un enjeu de départ, à cause du Covid notamment. La salle d'événements, comme il y en a dans toutes les grandes villes, qui s'appelle ici Palexpo, qui sont des halles qui accueillent un certain nombre d'événements, était fermée pour ce salon depuis 2 ou 3 ans. Donc le salon du livre se déroulait en ville avec un succès qui était relativement mitigé. C'est un engagement extrêmement important pour nous. Et chaque année, c'est 5 jours pour lesquels on mobilise toutes les équipes, beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et là, on est retourné à Palexpo en espérant que ça serait effectivement un succès. Dans le cas contraire, on aurait dû effectivement revoir peut-être ou s'orienter vers une autre type d'activité. Et ça a été un énorme succès. Le salon marche bien, ça fait maintenant une dizaine d'années, c'est la 9e édition pour nous. C'est un énorme succès parce qu'il y a un public, on a des tables rondes, des activités pédagogiques, on a aussi une offre d'exposition, on a une librairie parce que c'est obligatoire au Salon du Livre, vous devez vendre des livres. Eh oui. Ça nous permet à nous et au public d'avoir une sélection de livres qui sont quand même orientés. C'est toutes les thématiques qu'elle aborde. Donc il y a tous les ouvrages qui sortent, qui traitent de la Shoah, de l'antisémitisme, de l'actualité de l'antisémitisme, de personnages antisémites aussi, qu'on veut dénoncer. On en profite là pour avoir une sélection très large, où il y a à peu près, je sais pas loin de 200 titres. Plus de la bande dessinée, etc. Les tables rondes, c'est la même chose. On a, comme vous le disiez, des intervenants qui viennent un peu de partout. Cette année, on avait par exemple, je sais pas moi, je crois que c'était, je sais plus combien de dizaines d'invités on avait. Et donc on a des auteurs, des responsables, des représentants de l'autorité. En plus, on avait les élections locales, donc on en a profité pour faire venir un peu tous les partis qui se présentaient aux élections cantonales genevoises. Donc on aborde vraiment des sujets qui sont extrêmement larges, donc il y a un très très large éventail qui vont de la culture à la politique, en passant par les questions d'antisémitisme aussi, de politique sur l'antisémitisme, les médias, ce qui permet d'avoir d'abord une offre très élargie pour le public, et puis ils répondent présent. Alors quand vous avez des tables rondes où vous réussissez à réunir au Salon du Livre entre 200 et 300 personnes à chaque table ronde, c'est un énorme succès pour nous. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Et surtout pour les ateliers pédagogiques, on a des enfants. Donc là, ce sont les classes qui s'inscrivent. Et cette année, pour nous, ça a été un peu complexe parce qu'on a dû gérer 1 millier d'élèves en 5 jours. Oui, ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Mais là, du coup, on élargit. Je sais pas, pour les tout petits, notamment de classe primaire, les tout petits, ils ont fait, par exemple, on avait un atelier sur faites vos chalotes de Shabbat.
D'accord. C'est très éloigné de nos préoccupations quotidiennes. Non, mais c'est Mais foutu ça a eu bien un aussi. succès fou. Un succès Oui. fou pour les tout petits. Oui, Ils ont adoré. les Et c'est gamins très adorent public ça. qui viennent. Mhm. Ouais, c'est ça. Et on leur explique le Shabbat, on leur explique aussi les problèmes que ça pose pour certains dans le cadre de la pratique religieuse, sans D'accord. rentrer trop dans le détail parce qu'ils sont tout petits, mais on l'aborde avec une personne qui cuisine en gros, et puis une personne qui est une pédagogue. Est-ce que le pain était bon, Johan? Alors on en garde toujours d'ailleurs des morceaux pour l'équipe, parce qu'il faut quand même imaginer, enfin, l'équipe CICAD pendant le salon du livre c'est 25 personnes. Hein. Oui. Donc c'est assez vaste au quotidien, ça fait quand même du monde, donc il faut qu'on organise toute la logistique pour nous. Ça va de la sécurité en allant J'imagine. jusqu'à l'équipe technique, Bien sûr. mais c'est toujours une magnifique expérience. On est fatigué au bout de 5 jours, on est épuisé, Mais on a du pain. mais c'est vrai que et on a des ralottes à la fin. Et à côté de ça, c'est un succès tel Ouais. qu'il y a une énorme satisfaction, vraiment. Alors, dernière question, Johan Gorfinkel. Outre le fait que vous avez organisé la 21e journée d'études à Auschwitz-Birkenau avec un témoignage de renom, puisque Ginette Kolinka vous a accompagné, c'est ça? Oui. J'ai vu qu'il y a un projet de mémorial de la Shoah à Genève. Il y a 2 projets d'importance pour nous. Le premier projet, c'est illustrer et mettre en exergue ce qui a été l'un des premiers, sinon peut-être le premier ghetto juif d'Europe, qui est à Genève, en vieille ville, que personne ne connaît. Mhm. Et on avait obtenu, c'était un long process politique, hein, l'accord des autorités municipales et cantonales pour qu'on mette en perspective cet endroit. Donc il y aurait une plaque avec un QR code, on a travaillé dessus pendant des années. Ça c'est le premier projet qui devrait peut-être aboutir cette année. L'autre projet, c'était l'absence, effectivement, alors qu'on héberge ici à Genève l'ONU, Bien sûr. et que contrairement à New York, il n'y a pas de mémorial. Et de concert avec le Congrès juif mondial, parce qu'il faut comme saluer, parce qu'eux ont eu le courage de nous contacter pour dire, allez, allons de l'avant avec ce projet dont on parle depuis 10 ans. Ouais. Et puis on s'est lancé. Et donc il y a un projet qui a eu l'accord des autorités fédérales, cantonales, de la directrice de l'ONU aussi, qui nous a soutenus depuis le début sur ce programme, et qui vise à construire un mémorial. Il y a une commission qui est en place maintenant depuis presque 2 ans, pour lequel donc le canton de Genève et la ville de Genève ont mis à disposition un terrain. On n'est pas très loin de l'ONU, assez conséquent. Et maintenant, ça serait donc soit sur concours ou sur mandat, la désignation d'un artiste avec un cahier des charges extrêmement pointu. Dans l'idée, on peut y croire, on ne sait jamais, d'arriver à la construction et l'inauguration d'un monument en janvier 2025. Alors pourquoi janvier? Parce qu'il ira de pair Oui, avec oui. une date importante, Le qui est 27. le 27 janvier. Oui, oui. Et donc on essaye. Ce sera peut-être 2025, on l'espère, mais comme pour l'instant on en est au stade de négociation et de tractation avec les artistes, on ne sait jamais. Mais Oui, c'est on des peut artistes espérer. aussi. Sinon, ça sera peut-être 2026, voilà. Ah bah écoutez, on attendra impatiemment l'invitation lors de l'inauguration pour Avec assister, joie. pour assister bien Mais ça évidemment. manquait à Genève, ça manquait, et on le voit Oui. avec beaucoup de représentations diplomatiques, notamment d'ONG qui viennent et qui à chaque fois nous ont interpellés sur l'idée. Je comprends pas, il y a rien en fait, il y a rien, et c'est pas concevable. Et donc il y avait des petits mémoriaux en fait dans les communautés, la communauté libérale notamment, l'une des communautés plus traditionnelles qui est aussi une espèce de mur devant l'une des synagogues. On trouvait que pour le grand public, il manquait quelque chose. Il manquait effectivement la mise en valeur, telle qu'on le souhaitait, d'avoir un monument qui honore la mémoire des disparus. Et ça, alors qu'il y avait déjà pour les Arméniens, les Rwandais, déjà des monuments qui sont à Genève. Et il manquait quelque chose autour de la Shoah, donc on s'y est attelé et je pense que maintenant on avance. On avance et j'espère que, je vous dis, dans 1 an et demi, j'espère qu'on aura abouti à ce projet-là aussi. Johan Gorfinkel, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos moi. auditeurs que vous êtes le secrétaire général de la CICAD et que je parlais bien en direct de Genève. Je vous remercie infiniment et à très Moi qui bientôt. vous remercie. Au revoir. À bientôt. CRIF Mag est terminé pour ce soir. On se retrouve à la même heure, au même endroit, mais dans 15 jours. Au revoir.